Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Facette, un podcast destiné à tous les curieux et curieuses du monde vétérinaire. Bonne écoute! Marie, ça fait presque 3 semaines maintenant que je suis en stage chez toi. Ouais, déjà, je sais. Et bon, j'adore, hein, parce que ça me fait voir des moments avec des clients qui sont pas des trucs auxquels on assiste vraiment ou pas pareil à l'école. Et je me suis fait la réflexion que le contact à la clientèle, c'était un peu pour le meilleur et pour le pire. J'avais pris en note un peu certaines consultations ou certains événements qui m'ont marqué. Et si tu veux, voilà. J'aimerais bien savoir au moins un, parce que là, du coup, ça me... Alors, le premier, c'était mon premier jour de stage d'ailleurs. Est-ce que j'ai le droit de dire le nom des animaux? Ou est-ce que Des c'est animaux, secret oui, tant qu'il n'y a pas le nom des clients, Ouais. je pense Ok. que c'est OK. Ok, donc c'était pour Lola, le terrier d'une vieille dame qui n'est pas bien, Oui, abattue depuis 3 oui, jours, oui, qui mangeait plus depuis oui. aujourd'hui. Voilà, La ça, dame à c'était... l'orchidée. Voilà, la dame à l'orchidée, et oui. Bon, pour résumer, en gros, il y avait 3 options. Soit c'était se lancer dans exploration et traitement qui pouvait être cher pour la dame, soit euthanasie, parce que c'est vraiment un animal qui n'est pas bien, soit un peu l'entre-deux compromis de dire, On un met des traitement antidouleurs, on symptomatique. fait un petit truc pour faire manger un petit peu, mais ça va pas aller plus tard. Voilà. Et la dame dit non à l'euthanasie et finalement choisit de dire ok, vous la gardez pour qu'elle ait un petit peu de traitement, même si voilà, elle savait bien que ça allait pas trop aller. Et elle voulait pas la reprendre chez elle parce qu'elle avait peur de la retrouver morte le lendemain. Oui, elle voulait qu'elle meure la nuit, mais elle voulait pas qu'elle meure chez elle. Et elle voulait pas non plus qu'on l'euthanasie. Vraiment une option pratique. Tout à fait. Donc, vu qu'elle avait choisi ça, ça voulait dire qu'elle allait dire au revoir à sa chienne, là, pendant la consulte. Et moi, je trouvais ça super touchant comme consultation. Alors, j'ai eu du mal enfin, j'ai lutté quoi pour retenir des larmes. Peut-être parce que j'ai déjà une corde sensible par rapport à ça, mais je trouve que quand même, la dame était vraiment touchante. Dans ce qu'elle a dit, on comprenait bien que c'était son seul compagnon quoi, de vie. Et elle avait dit à un moment que ses enfants étaient loin. Enfin voilà, vraiment, Oui. elle allait passer de vivre avec un chien à vivre seule. Il y a un truc qui m'a étonnée, c'est que elle s'est mise à parler de son chien au passé, alors que son chien était sur la table, pas euthanasié, quoi, je veux dire, Je crois que ça m'a vivant, même mais pas frappé. moi, en fait, et c'est là que je me suis dit, ok, ça veut dire, Ils font j'imagine souvent qu'elle ça, a hein. pris la décision, quoi. Ouais. Et ça, c'est le genre de truc qui me terrasse. C'est quand elle parle des souvenirs et tout, elle dit, quand je regarde la télé le soir, elle était sur son pouf à côté dans le salon, et après je monte me coucher, et Ouais. le lendemain matin je la retrouvais, elle était montée me rejoindre et tout, Ouais. et je lui avais tiré le panier parce qu'en fait comme elle a vieilli, sûrement avec de l'arthrose et tout, elle pouvait plus C'est leur sauter sur le rituel. lit, ouais, voilà. Et c'était ces petits trucs quotidiens, vraiment, je trouve ça émouvant, vraiment. Forcément, elle était triste de dire au revoir à son chien, et donc tu as proposé de lui faire un câlin, Oui. et c'est et alors, je l'avais jamais vu de veto faire un câlin à des gens pour une euthanasie. Est-ce que c'est une habitude que tu as pour les euthanasies? Est-ce que ça dépend des clients? Je pense que c'est très difficile d'entrer en contact avec les gens si tu n'as pas de contact physique dans des moments comme ça. Tu peux, hein, mais que quand même, ça retire une barrière. Et que des fois, les gens, ça leur fait du bien qu'on retire cette barrière et que je ne sois pas juste la médecin et que je sois juste humaine avec eux. Je fais quand même assez souvent des câlins aux gens. Et si je leur fais pas des câlins, à minima, je rentre en contact avec une main sur l'épaule ou quelque chose comme ça. J'essaie de ne pas être intrusive non plus, parce que moi, je déteste qu'on me touche, paradoxalement. Donc, c'est toujours dans des situations, je ne le fais pas juste pour le plaisir, mais ça m'arrive quand même souvent, oui, quand il y a des euthanasies. Souvent, quand les gens sont tristes ou quelque chose comme ça, au moins, je leur passe le bras dans le dos, je frotte un peu le dos, ou pour leur dire que je suis vraiment là avec eux, que c'est pas que des mots. Jusque-là, ils ont l'air d'accord. Tu notes que j'ai quand même demandé l'autorisation. Je vais quand même demander si elle voulait un câlin. Oui. Il y a des fois des gens qui m'ont vraiment dit... Là, elle m'a pas dit non, et je la connais quand même un peu, et j'ai pensé que ça lui ferait du bien. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, vraiment un vrai oui, et qui ont eu besoin d'être serrés dans les bras et de pleurer dans les bras. Et c'est bien aussi, c'est un peu fatigant à faire, mais c'est cool. Et ça me fait rigoler que tu parles d'elle, parce que donc elle est revenue à l'accueil de la clinique le lendemain pour savoir si la chienne, enfin voilà, la chienne était bien morte, pour payer, puisqu'elle avait rien payé en partant. Et elle m'a refait un câlin.
spontanément. Elle m'a reprise dans ses bras en me remerciant. Donc, j'en déduis qu'elle avait bien aimé le premier. Ouais. Si elle y revient. Donc, oui, je fais quand même ça régulièrement et je trouve ça important. On n'est pas obligé d'être distant. Tu disais, tu as retenu tes larmes. Alors, il ne faut pas prendre la place des gens à l'euthanasie, c'est leur chien. Mais j'ai des animaux dans la clientèle où ça va me foutre les boules de les piquer. Clairement. Tu as le droit de montrer que tu as des émotions. Tant que tu empiètes pas sur celles des gens, pour moi, pas obligée d'être froide et distante et objective et clinique. C'est pas vrai. C'est nul en plus. Enfin, je trouve ça nul. Oui, c'est un moment vachement humain, mais je crois que je saurais pas mettre, enfin, je saurais pas mettre la limite. En fait, ne sachant pas trop à quel point je peux montrer des émotions, si, enfin, tu vois, si j'étais la veto, on va dire, en charge de la situation, en charge de l'euthanasie, je saurais pas à quel point je peux montrer. Et surtout, le vrai truc, c'est que je saurais pas si je pourrais m'arrêter de pleurer, par exemple, pour ne serait-ce que faire une phrase ou expliquer ce qui va se passer et tout. Ok, j'ai un contrôle de mes émotions un peu psychotique, je pense que ça aide aussi. Je suis capable de le réprimer totalement et ça ira très bien dans ma journée. Donc peut-être que j'ouvre pas complètement mes vannes à moi. Non, je pense que j'ai pas cette problématique. Non, même dans ma vie personnelle. J'ai plutôt la problématique inverse, donc du coup, pour moi, ça va bien. Mais je conçois que ça puisse être plus compliqué. Mais je rebondis sur un autre truc que tu as dit. Tu trouvais que ce qui était dur, c'était quand elle parlait des petits rituels, des choses comme ça, des souvenirs. Moi, je trouve que c'est une super tactique. Et il est possible qu'elle ait fait ça à la suite d'une question que je lui ai posée en plus. Pour sortir les gens de... Quand c'est un moment difficile, que c'est une euthanasie ou un truc comme ça, de juste l'espèce de détresse pure et dure, quoi, de la... C'est normal d'être triste, il faut être triste et il faut aussi que cette émotion, elle passe. Mais souvent, quand je vois qu'ils sont au fond du trou, je leur pose des questions sur la vie avec le chien, des trucs anodins, mais par exemple, je vais leur dire, ah, vous l'aviez eu toute petite, tu vois. Et là, oui, et ils vont te raconter, ah oui, elle était toute petite, genre c'était un chaton, elle tenait dans ma main, ceci, cela, et tout, oh là là. Et du coup, quelque part, ça les aide à passer à une autre phase où quand même, il y aura toujours leur tristesse, mais ils vont se remettre quelques trucs positifs. Et là, la dame, elle est contente de raconter les petits rituels qu'elle a avec son chien, parce que à qui tu racontes ça, en fait par ta veto. Tu vas pas dire à ta voisine, oh, moi j'adore, et puis le lendemain, elle est là, et puis elle remonte, et je tire son panier. Les gens vont dire, eh, c'est bon, c'est un chien, là, on arrête. Et ben là, c'est le moment où elle, ça lui fait du bien de partager à une personne dont elle pense, à tort ou à raison, que elle ressent les mêmes choses pour les animaux, et que du coup, elle va trouver ça normal, de partager ces choses-là. Je pense que c'est, ouais, il faut les écouter aussi quand même, en vrai. On le fait pas assez, même moi. Qui sait qu'il faut le faire? Pour ces consultations-là, ou tu dis Pour tout. de manière générale? Pour tout. Ouais. On est souvent pressé, on a souvent l'impression qu'on sait mieux qu'eux et que ce qu'ils ont à dire, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Des fois, on aimerait bien qu'ils cochent juste les cases en consultation. Est-ce qu'il y a une PUPD? Oui, non. Est-ce qu'il a vomi? Oui, non. C'était alimentaire? Oui, non. Enfin, c'est quand même ce qu'on a tendance à faire et c'est ce qu'on nous apprend à faire. Oui. Et des fois, juste se taire, poser une question ouverte et voir ce qu'ils racontent, ça apporte beaucoup plus d'informations. Ça dépend des clients. Il y a des clients qui te noient aussi. Hein. Il y a un moment, il faut recadrer. Mais, et quand ils sont tristes et quand ils sont en colère aussi, quand il y a des problèmes, je sais pas, il y a un animal qui est mort et c'est notre faute, ou en tout cas, ils pensent que c'est notre faute, il faut quand même vraiment écouter, sans ramener la situation à soi et tout ça. C'est important. C'est la deuxième fois que, en discutant avec une veto, j'en entends parler. La veto chez qui j'ai été en stage et qui m'en a parlé, elle le vit, enfin, elle l'incarne. C'est vraiment mais un level. Bah, j'admire. Et oui, c'est un peu un modèle pour moi d'ailleurs de ce point de vue-là parce que c'est pas à l'école que je vais apprendre ça. Et en fait, quand on commence à travailler, on est tout seul dans la salle de consulte. Oui. Donc on peut pas faire ce que j'ai la chance de pouvoir faire en stage, d'imiter. Oui, c'est vrai. De copier. Tu vas repartir d'ici en copiant des choses horribles, tu vas faire des blagues de merde à toutes les consultes. Et cette veto-là, alors déjà, elle fait rentrer les gens, elle les fait asseoir, et elle leur pose une question ouverte, et elle attend qu'ils aient fini de parler. Oh, mais bien. sans ne rien dire. Et c'est super dur. Hein. J'admire, moi je peux pas parce que je vais regarder la montre. Et je consulte trop rapidement, mais effectivement, elle a raison, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas commencer à faire l'examen clinique en même temps, et ceci et cela, et hop, tiens, 5 minutes, c'est fini. Je fais un peu ça. C'est bien. Quand on a le temps, il faut le prendre. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas des... Enfin, c'est pas des créneaux de 1 quart d'heure. Il y a une demi-heure à chaque fois. Oui. Voilà. Il faut se former à la communication non violente et à l'écoute empathique. C'est valable pour tout.
Je le dis, s'il y a des gens qui écoutent ça, formez-vous en CNV. Formez-vous à l'écoute empathique. C'est-à-dire, écouter sans mettre des obstacles à l'écoute. Les obstacles, ça va être par exemple dire « Ah oui, moi aussi, il m'est arrivé ça ». Ou alors, ça va être proposer une solution. Ou ça va être « Ah bah oui, mais vous ressentez ça parce que… proposer une explication ou quelque chose comme ça ». Quand je dis qu'il faut écouter les gens, majoritairement pour une tas, c'est vraiment juste les écouter et essayer de… Ce qui marche bien, c'est d'essayer d'identifier à voix haute leurs émotions. Alors quand on le dit comme ça paraît un peu nouille, mais c'est de dire « Oui, vous êtes triste ». C'est con, hein, mais les gens, en fait, ça… Quand tu dis ça, ou quelqu'un qui est fâché, là, vous êtes en colère, eh bien, oui, ils ont l'impression qu'on les a vraiment écoutés. On leur dit pas, non, mais attendez, calmez-vous, parce que ceci, cela. On va dire, bah oui, mais bon, elle était vieille. C'est juste accepter que là, ils ont besoin d'exprimer, eux, une émotion sur eux. Et dire, ah oui, vous êtes triste parce que vous avez besoin d'avoir une présence à la maison et que peut-être vous avez peur de vous sentir seul. Après, tu vois, vous êtes triste, vous avez peur. Essayez de vraiment identifier ce qu'ils ressentent et en parler avec eux. Ok. Ça s'explique pas en 10 minutes, ni même en 10 heures. J'imagine bien si c'est une vraiment formation. un truc hyper important. Comment tu t'es formée à ça? J'ai fait des stages, j'en ai fait trop peu. Par intérêt personnel et oui, par intérêt personnel, oui. Ok. Ouais. D'accord. Il y a pas mal de formations, de formatrices, de formateurs. C'est vraiment, c'est des choses qui ouvrent le dialogue. Si les gens ne te diront pas la même chose si tu les écoutes comme ça que si tu ne les écoutes pas. Il faut avoir le temps, hein. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie. Tu peux pas faire ça à chaque consultation, mais de temps en temps, ça vaut la peine. Et dans la vie aussi, ça vaut la peine. C'est agréable d'être écouté comme ça aussi. Et tu parlais de le faire avec même les gens mécontents, enfin ou en colère. Surtout avec les gens en colère. Oui, surtout avec eux. Ouais. Et il y a une autre situation que j'ai notée dans mon petit carnet magique de stage. On a eu quelqu'un en colère et je m'en souviens même pas. Mais c'était par téléphone. C'était Frédéric qui l'a eu au téléphone. C'est oui. pour l'ovarectomie, enfin une dame qui était vraiment remontée, oui. que suite à l'ovarectomie de son chien qui s'est très bien passé, voilà, qui s'est bien passé, il y avait une petite boule qui est apparue sur la cicatrice et elle était, enfin, elle a eu des mots super durs quoi. Elle a dit c'est une boucherie, Oui, elle a terrible, clairement dit que c'était parce qu'on avait mal travaillé. Et que… Oui, je me rappelle, elle avait dit qu'elle avait regardé sur internet ce que ça pouvait être et que la seule cause qu'elle avait trouvée, c'est que c'était dégueulasse, qu'on avait travaillé comme des dégueulasses. Voilà, c'est toujours agréable. Waouh. Donc là, comment tu gères ça? Il y a plusieurs niveaux de gestion de ça. Il y a la gestion avec la cliente et là, il y a la gestion soi-même. Parce que, bon, une fois que tu as géré la cliente, en plus, celle-là, en l'occurrence, elle habite en PACA normalement et elle revient juste faire l'ovario chez nous. Parce que, je précise, parce que c'est moi qui l'ai vue en visite préopératoire quand même, parce que là-bas, elle avait fait opérer une chienne et elle n'avait pas trouvé que ça s'était super bien passé. Elle avait trouvé fatiguée quand elle l'avait récupérée et tout. Et nous, elle nous faisait confiance. Tu vois, déjà, quand même. Il y a un historique. Il y a un petit historique. Alors, il faut être factuel, moi, je crois. Il ne faut pas essayer d'interpréter le truc, il faut lui dire effectivement, bon là vous êtes en colère parce que vous considérez que ceci, que cela. Tu as le droit de dire ce que toi tu ressens aussi, sans accuser ou quoi. Dire moi quand j'entends ça, je suis triste parce qu'on met vraiment tout notre cœur à bien travailler. Je ne pense pas que, tu vois, tu peux dire on est humaine, il peut y arriver qu'il y ait des choses qui ne se passent pas bien, mais il n'y a pas eu de souci à la stérilisation. Mais quand ils sont à ce point-là en colère, je pense aussi qu'il ne faut pas trop discuter. Parce que là, elle voulait juste pourrir quelqu'un. Tu vois ? Donc, quand ils viennent pour s'expliquer, qu'ils sont redescendus, par exemple, un animal qui a eu vraiment une grosse complication, là, au début, ils veulent juste se vénérer. Bon, franchement, tu fais profil bas, t'attends que ça passe, parce que ça ne sert à rien si tu montes dans les tours par se taper sur la gueule, voilà. Mais sinon, quand ils reviennent, oui, il faut dire, voilà, il faut reprendre les choses au calme et en disant, ouais, ce que toi aussi, tu ressens. Ça va pas faire de miracle, hein. Ils vont pas devenir tout gentils d'un seul coup, mais je trouve qu'ils vont être encore plus cons si jamais tu commences par leur dire oui, c'est vous aussi, ceci, cela. Tu peux juste dire ok, je comprends, là, vous êtes en colère parce que vous trouvez ceci, cela. Et si je suis parfaitement honnête, ensuite, si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent juste de l'argent. J'ai pas encore eu le cas où c'était autre chose. Ah ouais. Toujours. Il rappelle pour avoir une compensation financière. Oui. Elle nous a bien dit,
qu'elle ne voulait pas régler les 200 balles qui lui restaient à nous régler sur l'Ovario. C'est pour ça qu'ils sont aussi vindicatifs souvent. Parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Je suis désolée, c'est très triste. Les vrais fâchés, les vrais en colère, les vrais tristes, tu vas pouvoir en discuter calmement, remettre la situation à plat. Souvent, c'est ceux qui sont inquiets. J'en ai eu une le même jour, le jour où Frédéric, mon associé, m'a raconté ça. J'en ai eu une autre qui a appelé pour dire qu'on ne trouvait pas ce qu'avait son chat, qu'elle allait nous faire un procès. Je ne sais pas si tu te souviens, un chat qui toussait, qui raclait, qui allait très bien par ailleurs, qui mangeait, qui buvait, qu'on essayait de référer et on lui avait trouvé une place en référé dans 15 jours. Et donc, elle a appelé pour dire que c'était honteux, qu'on n'ait pas trouvé de place avant et que si son chat mourait, ce serait notre faute, qu'elle allait porter plainte auprès de la clinique. C'était en train de monter dans les tours. Elle, je l'ai prise au téléphone parce que les autres avaient déjà eu leur dose avec la précédente dont tu parlais. Et elle, en la laissant parler, en l'écoutant, en lui disant juste ce que moi je pensais, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en fait vous êtes très inquiète pour votre chat. Fiouf, ça retombe comme un soufflé. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça qu'elle te dit pas. Elle te dit oui, ça va pas, oui, vous trouvez rien. Le vrai truc là-dessous, c'est quoi ? Elle est ultra stressée. Elle a peur que son chat, il meure. Une fois que tu lui as dit ça et qu'elle a pu le sortir de ses tripes, qu'en fait, elle a juste peur que son chat meure, fiouf, elle retombe. Et tu peux recommencer à discuter comme un être humain normal. Alors, l'étape d'après, c'est de lui dire, par contre, vous avez le droit d'être inquiète, mais vous n'avez pas le droit de nous parler comme ça. C'est une étape importante aussi. Pas parce qu'on est très inquiet qu'on peut défoncer tout le monde. Et ils le prennent comment quand tu dis ça ? Alors ça, c'est la partie la plus dure à dire pour moi. Je déteste faire ça. Et une fois sur deux, je dis, bon, celle-là, je vais lui dire qu'elle ne doit pas recommencer. Et je ne le fais pas. Et c'est pas bien, il faudrait le faire. Et sinon, ils te disent, oh oui, mais j'étais très inquiet, etc. Genre, c'est bon, oui, bah ça arrive à tout le monde quand on est inquiet. Bah en fait, moi, quand je suis inquiète, je défonce pas les gens autour de moi, quoi. Je m'étais noté de te parler de ta situation parce que je m'étais dit, si c'était moi en fait au téléphone, qu'est-ce que j'aurais dit à Adam ? Je n'aurais pas su. Je passe ma responsable. Ouais. C'est à ça que ça sert d'être bébé veto, c'est que c'est pas chez toi. Et oui, je disais d'ailleurs, et j'ai pas donné suite à ça, qu'il y avait la gestion du client et la gestion de soi-même. Moi, je trouve le pire, c'est pas gérer le client, c'est gérer soi après, là, quand on psychote, qu'on se dit qu'est-ce qu'elle va faire ensuite, est-ce qu'elle va vraiment porter plainte, est-ce qu'il va y avoir du bashing sur les réseaux sociaux, surtout quand t'as ton entreprise. Parce que ça, c'est un truc très très réel. Vous en avez déjà eu ici ? On en a eu, mais un léger. Des gens qui pensaient que leur chat avait attrapé le typhus chez nous à la stérilisation et ils étaient morts. Et donc, en gros, c'était parce que notre clinique était dégueulasse, quoi. Donc, c'est très compliqué comme situation parce que, ce que je leur ai dit, bon, c'était des chats qui sortaient et qui n'étaient pas vaccinés. Néanmoins, ils sont quand même claqués 5 jours après leur, une période d'incubation assez cohérente avec un typhus. Ok. Pour le premier, et en fait la deuxième, très clairement, la période d'incubation était cohérente avec le fait que le premier chat lui est refilé à elle. Et donc, évidemment qu'une clinique, c'est un gros pool de germes, même si on nettoie. Et bien sûr, on a une salle de compta pour les typhus, on fait super gaffe, franchement, on est vraiment super stressé de ça. Mais est-ce qu'elles ont croisé en salle d'attente un chat qui était porteur asymptomatique parce qu'il était vacciné, je sais pas quoi ? Est-ce que... on a beau désinfecter entre les chiens et tout. Et c'est très compliqué à faire entendre aux gens qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, que peut-être leur chat a attrapé le typhus chez moi. Mais que dans ce cas-là, c'est pas parce que je suis une grosse dégueulasse, c'est juste parce que on reçoit des chats d'assaut tous les jours, ils étaient peut-être en salle d'attente ensemble, il a pu se passer des choses, et peut-être qu'ils l'ont pas attrapé chez moi. Et ceux-là, ils nous ont fait quand même, ils ont essayé de nous faire des trucs sur Facebook, des commentaires, des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est ça le plus dur, c'est d'arriver soi-même à se dire, ok, on se calme. De quoi j'ai peur ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont mes émotions à moi, encore une fois ? Et d'essayer de ne pas psychoter jour et nuit sur les choses comme ça. C'est comme quand tu commences à travailler et que tu fais des erreurs. Parce que des erreurs, on en fait tous. Bah ouais. Tous les jours, plusieurs. Parce que le soir, tu rentres chez toi et en fait, tu dis « Oh punaise, ça, je l'ai mal fait. » Ouais. Alors, avant, ça avait beaucoup plus d'importance pour moi. Maintenant, ça s'est calmé déjà parce que je sais plus de choses. Dieu soit loué de 15 ans de travail. Parce que maintenant, je réalise que souvent, c'est pas si grave. Récemment, j'ai écouté des conférences de Leila Assagir
qui a fait justement sa thèse sur la gestion des erreurs. C'est passionnant. C'est absolument passionnant ce qu'elle dit. Elle avait fait un déjeuner pour Veto en Trade aussi. Et j'en ai retenu un truc, j'en ai retenu beaucoup de choses, mais vraiment une chose qui m'a marquée et que j'ai redit ensuite à plusieurs reprises à toute l'équipe à la clinique, c'était qu'on n'arriverait pas à ne pas faire d'erreur. Ça, c'est sûr. Que la seule chose importante, c'était que nos erreurs n'aient pas de conséquences graves. Et ça, moi, ça m'a vachement déstressée. C'est-à-dire, bon, les erreurs, on va les faire parce que c'est pas possible de pas en faire. On en fait tous plusieurs par jour. Mais il y a des erreurs qui sont sans conséquences. Ok, très bien. Il y a des erreurs qui ont des conséquences minimes. Et il y a des erreurs qui ont des conséquences graves. Genre, t'oublies de flusher ta tubulure de perf, tu mets tout l'air dans le chien, il est mort. Ça, voilà. Mais du coup, la seule chose importante, c'est d'essayer de prévenir ces conséquences graves. Et je trouve que là, tu réalises qu'il y a plein de choses qui sont rattrapables. Je vais prendre l'exemple d'une de nos remplaçantes il y a 2 ans, qui est venue me voir, donc ça doit être la première semaine où elle travaillait, et elle remplaçait mon associé, donc c'était un jour où on travaillait toutes les deux. Et elle avait pris une consulte pour un truc à la con, un chien qui boitait, enfin je sais pas. Et elle pensait injecter du méloxicam, et elle a injecté du furosémide. Elle a confondu le flacon de Dimason, le flacon de méloxidil. Et du coup, franchement, elle était en panique, totale et absolue. Parce qu'en fait, dans sa tête, c'était monté en pression, c'est-à-dire, donc déjà, elle s'était trompée, ça tu sentais que c'était compliqué. Il y a quand un même. poids juste ça. C'est pas grave, tout le monde, tous, toute la journée. Et vous, quand vous débutez, vous faites des erreurs parce que vous débutez, et nous, quand on débute pas, on fait des erreurs parce qu'on débute pas et qu'on a trop la confiance. Donc, et que tiens, on a déjà vu un cas comme ça, et on oublie que les vraies infos scientifiques, c'est pas tiens, ça ressemble à un cas que j'ai vu, c'est quand même refaire son diagnostic différentiel. Donc, on va tous en faire, on va tous se tromper. Je veux dire, ça m'arrive d'injecter le mauvais truc, on se calme, quoi. Et elle arrivait absolument pas à faire la part des choses de qu'est-ce qui pouvait se passer dans ces cas-là. On se dit, bon, ok, c'est quoi le risque ? J'ai injecté du furo au lieu du mélox. Bon, je voulais injecter 0,5 de mélox, j'ai injecté 0,5 de Dimason. À quelle dose ça correspond en milligrammes kilo ? Est-ce qu'on est sur une dose qui risque d'avoir un impact ? Sinon, déjà, c'est bon, on l'oublie. On se dit, bah merde, il n'aura pas eu son anti-inflammatoire. Option 1, il avait un relais Péros, de toute façon, il attendra le lendemain pour avoir son anti-inflammatoire. Option 2, il n'avait pas de relais Péros et c'était juste une injection d'anti-inflammatoire en consulte. Et pardon, mais si on avait besoin qu'un seul jour, ça faisait pas très mal, quoi. C'est pas grave s'il l'a pas eu. C'est pas très grave. Et si par contre c'est une dose qui a des conséquences, on reste pas en panique dans un coin de la salle de consultation à se dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il ne se passe rien et que j'ai pas de problème. On va voir sa responsable, on en parle, et dans ce cas-là, en fonction de l'évaluation du risque, qu'est-ce qu'on veut ? Ne pas avoir fait d'erreur, ça c'est pas possible. On l'a fait. On veut qu'il n'y ait pas de conséquences graves. La conséquence grave, c'est qu'il y ait possiblement une IRA. C'est un peu la seule d'avoir fait un coup de furo, peut-être grosse dose sur un animal qui allait bien par ailleurs. Et ben on rappelle les gens, on la queue entre les jambes, on admet qu'on n'est pas parfait, on dit excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai fait une erreur en consultation, je voulais injecter un anti-inflammatoire et accidentellement j'ai injecté un diurétique à votre animal. Il y a potentiellement un risque pour ses reins. Pour minimiser les conséquences de ça, si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous le rameniez à la clinique, qu'on l'hospitalise sous perfusion et que demain, on fasse un contrôle sanguin de sa fonction rénale pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de conséquences. Bien entendu, tu leur dis qu'ils ne payeront pas, sinon c'est pas une façon honnête de se faire de l'argent. Tu ne fais pas ça. Si c'était une maîtresse de stage qui m'avait dit ça, franchement, ça marche super bien. Non. Et en fait, les gens, ils vont pas te détester pour ça. On a toujours l'impression que ça va être horrible et ils vont penser qu'on est incompétent et tout. Non, ils vont se dire, bah oui, elle a fait une erreur, elle a géré les conséquences. Oui, je suis inquiète pour mon animal, mais tu vois, les gens, ils vont revenir, ils disent, bon, je suis désolée, j'imagine que vous êtes inquiète avec ce que je vous ai raconté. Il n'y a pas un gros risque, mais franchement, par sécurité, on préfère quand même ça. Bien sûr, vous n'aurez rien à régler. Et vraiment, on est super désolé. Les 2 flacons se ressemblent. Et ensuite, dernière étape de ça, tu dis, comment est-ce qu'on va faire pour que ça ne se reproduise plus ? Tu avais 2 flacons qui se ressemblaient. Tiens, je digresse. Tu as vu le flacon de Lidor là-haut ? Il ressemble vachement à la kétamine, c'est ça ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a sur mon flacon de Lidor du coup ? Ah bah oui, il y a du sparadrap avec du fluo dessus. Alors, en l'occurrence, c'est pas tant qu'il... Enfin, si, il ressemble au kétamidor, mais kétamidor est plus petit et je me suis habituée à ce qui ressemble. Par contre, d'une taille intermédiaire entre les deux, il y a le Dex rapide, donc des corticos. Et il y a un mois,
accidentellement, parce que je discutais en faisant mes chires, comme d'habitude, j'ai fait une intracouille de Dex rapide au lieu de faire du Lidor. Alors, je pense que c'est pas très grave, franchement, hein, ça n'a pas fait grand-chose de chat, puis j'ai retiré les couilles après. Ça a probablement pas fait une très bonne analgésie locale, mais n'empêche que du coup, bon, il y avait vérifié qu'il n'y ait pas de conséquences, tout allait très bien, faire en sorte que l'erreur ne se reproduise pas. Les 2 flacons se ressemblent, il y en a un sur lequel j'ai collé des bouts de sparadrap et j'ai foutu du stabilo pour se dire, oh, ça, c'est le Lidor. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens que dans l'autre. Vous faire de la Dexa à la place de la Lidocaïne que le contraire. Hein, mais voilà, il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Bien sûr, il faut pas en faire il faut essayer d'en faire le moins possible. Mais tu vas en faire. Tout le monde va en faire. Il faut pas avoir peur d'aller dire à ses employeurs, ah là, je crois que j'ai fait une bêtise. Est-ce que c'est grave et qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper ça? Je préfère ça que arriver et voir qu'il y a un truc qu'on m'a pas dit et qu'il y avait peut-être des conséquences et c'est pas grave. Si des gens vont peut-être te défoncer, mais au pire tu te feras défoncer et je suis sûre que tout le monde préfère se faire défoncer par son employeur que être en panique à l'idée que le chien fasse une IRA. On est tous un peu pareil pour ça, quoi. Pas grave. Fais des erreurs. Oui. Des fois on lâche un ovaire et ça saigne dans le ventre. Tu vois, non mais c'est ça. Tu vas faire des chires, un jour, il va y avoir une complication. Ça va t'arriver. Oui. Moi, un jour, j'ai coupé du mauvais côté de la ligature. Là, j'ai aucun sens de l'orientation, j'ai aucun repérage dans l'espace. Les échographies, pour moi, c'est l'apocalypse. Et j'ai fait un truc démentiellement débile. De mes premières ovarios de chat, j'ai foutu ma ligature. Et je sais pas, j'ai réfléchi très fort, trop fort probablement. Et j'ai coupé sous la ligature au lieu de couper au-dessus. Clairement, j'étais stressée. Sinon, quand même, j'ai 2 neurones. Et ça, c'est grave comme erreur. Ça peut avoir une conséquence grave. Et là, tu cries. Quelqu'un vient. Oui. Mais le chat n'est pas mort. Mais il meurt jamais de ces choses-là. Il meurt si tu n'appelles pas quelqu'un. Si tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Oh là, ça saigne vachement quand même. Ah oui, mais si j'appelle, ça va être compliqué. Ils vont penser que je sais pas faire une ovario. Non. Le chat, il meurt si tu n'appelles personne au secours. Donc t'appelles, tu dis, je suis désolée, mais j'ai fait un truc débile, je suis débile, mais j'ai coupé là, j'ai super peur qu'il meure, à l'aide. Et un pellicule, ça se rattrape. Et au pire du pire, un chat, ça se transfuse. Ça fait chier de transfuser une ovario, d'accord. Mais elle est pas morte. Ouais. On a évité le pire, quoi. On a évité le pire. C'est le seul objectif, c'est tout petit comme objectif finalement. C'est vrai que c'est beaucoup plus atteignable que se dire « je veux ne jamais faire d'erreur ». Oui, ça n'arrivera pas. Et si tu fais ça, tu vas exploser en vol, quoi. Déjà qu'il y a plein d'autres raisons d'exploser en vol, c'est la peine de s'en rajouter, quoi. Oh là là. Est-ce qu'on ferait pas la liste? Non, je crois pas. Surtout pas. On a déjà eu les clients qui crient, les chires qui se passent mal. Ouais, parfait. J'ai un autre exemple. L'autre jour, il y avait... on en parlait du fait que il y a une partie de la clientèle non négligeable, et que c'est probablement valable dans toutes les clientèles, qui parle moins bien, franchement moins bien aux ASV qu'aux vétos. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà eu à défendre une de tes ASV? Vraiment, ça montait en tension, ou ils allaient trop loin, certains clients et... Non, parce que ça fait pas longtemps que c'est mes ASV, entre guillemets, puisque moi, là, je suis chef depuis 3 ans. 1er avril 2021, donc ouais, ça fait 3 ans. Non, et c'est parce qu'en fait, en général, ils ne le font pas devant nous. Vraiment. J'ai quasiment jamais eu un client désagréable à découvert avec les ASV. Alors on le sait, parce qu'elles viennent nous voir. Il y a monsieur machin là, il m'a parlé n'importe comment, de toute façon il veut juste voir un veto. Tu vois, les gens leur disent non mais ils veulent, des fois, je te jure, on a des clients qui veulent même pas donner le motif de leur appel au téléphone parce qu'ils veulent parler à une vétérinaire. Mais donc bien ils prennent même pas rendez-vous au téléphone parce qu'ils veulent direct une vétérinaire. Alors après c'est notre faute, si on accepte, la fois d'après ils recommencent, tu vois. Il y a des fois on leur dit bah non, là j'ai vraiment pas le temps, donc ils nous font un mail par exemple, ça c'est une option, c'est comme ça. Mais ouais, c'est quand même régulier qu'ils parlent moins bien aux ASV qu'à nous. Et ceci étant dit, il est aussi régulier, même si moins, que les ASV soient moins patientes avec eux que nous. Et moins compréhensifs sur leurs problèmes et plus promptes parfois à dire oui, bon, ça va, c'est rien, parce qu'elles sont en train de bourrer, qu'elles ont 15 000 personnes en attente au téléphone, etc. Mais nous, on va probablement être plus sympa. Aussi parce que c'est notre entreprise, peut-être, et qu'on fait plus attention.
à la façon dont nous perçoivent les gens. Mais bon, ça n'excuse pas qu'ils leur parlent des fois comme des chiens, alors qu'il Ouais. n'y a jamais de bonne raison de faire ça. Ok. Vous êtes adhérente au syndicat des vétos indépendants, mais est-ce que... Ouais, c'est vif. Ouais. Alors ça, je savais pas ce que c'était avant. J'ai vu les petites étiquettes sur la porte d'entrée. De la clinique, tout ça, ouais. voilà. Et donc après, tu me dis, ça veut dire... Syndicat des structures et établissements vétérinaires indépendants de France. Voilà. Est-ce que tu veux me dire en quoi ça consiste? Enfin, c'est quoi le principe? Non, je vais pas pouvoir te le dire clairement, mais c'est se rassembler entre indépendants, histoire de dire que oui, ici on parle un peu d'une seule voix, mais pour nous, ça ne va pas plus loin. Je suis sur un groupe de discussion Facebook du CVIF. Alors si, où on va dire c'est un certain type de valeur. Je ne vais pas aller envoyer mes prélèvements à un laboratoire qui appartient à un groupe. Donc, des fois, des gens postent un truc là-dessus pour dire avant, j'étais chez machin, ils ont été rachetés par tel groupe. Est-ce que vous connaissez un labo d'histologie indépendant? Tu pars du principe que si toi, tu as envie d'être indépendant, tu as aussi envie de favoriser ceux qui sont indépendants. Ok. Mais sinon, pour nous, ça ne va pas plus loin, en tout cas, pour l'instant. On n'est pas plus impliqué au sein du syndicat. Ok. Et ça veut dire que tu vendras jamais un groupe? Ça veut dire ça veut dire que j'aimerais autant ne pas vendre à un groupe, effectivement. La question s'est un peu posée, on en avait discuté il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois, une réunion du tour de garde, parce qu'il y avait des groupes qui approchaient un peu des cliniques. Les sommes qui étaient offertes, en tout cas à l'époque, étaient un peu ouf. C'est-à-dire que c'était un truc, moi, qui me paraissait ridicule. C'était genre, on proposait de te racheter ta clinique 2 ou 3 fois ton chiffre d'affaires annuel. Alors déjà, ton chiffre d'affaires, pas ton bénéfice. Donc tu peux avoir une clinique qui n'est pas du tout rentable, mais qui fait un gros chiffre d'affaires. Ça fait quand même des grosses sommes. Nous, on est une petite clinique, on est 2 vétos, à temps pas toujours plein, et on fait à peu près 40 000 € hors taxes par mois. Donc, on va dire, si on fait 500 000 € à l'année, ça veut dire qu'ils arrivent et ils mettent 1 million d'euros sur la table. C'est pas mal quand même, 1 million d'euros. C'est gagné au loto. Tu te dis... 1 million d'euros, c'est gagné au loto. Donc, moi, j'ai 35 ans, je vais exercer encore longtemps, j'ai pas envie d'être rachetée et de pas avoir ma liberté d'exercice. J'ai pas envie qu'on me dise qu'il vaut mieux que j'achète mes médicaments à tel laboratoire. J'ai pas envie qu'on me dise que je peux pas faire de remise à tel client. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. Moi, j'ai fait ce métier pour pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. C'est important pour moi. Okay. Mais imagine un jour, je sais pas, j'ai 60 balais, j'ai personne pour me racheter la clinique et un groupe arrive et me dit hey, ça vous dit pas 2 millions d'euros? Je dis franchement, si, il y a un moment, je vais dire, pas de souci, je vais prendre 2 millions d'euros et puis tant pis, je vais laisser les autres se débrouiller face au grand capital. J'ai des valeurs, mais après, tout est question de circonstances quand même. Ouais. Dans l'absolu, non, je trouve que c'est vraiment un modèle de merde. Ok. Parce que ça prive de liberté, c'est ça le truc qui coince. Parce que c'est des holdings, parce que c'est des trucs financiers derrière, parce que c'est pas ma vision du monde. Moi, je trouve ça super triste. Ça veut pas dire que tu vas pas être bien si tu travailles dans une clinique qui appartient à un groupe. Il y a probablement des cliniques qui appartiennent à des groupes où l'ambiance et la RH sont beaucoup mieux que dans des cliniques où il y a des patrons qui sont des gros cons. J'en ai fait un sacré paquet et ça aurait peut-être été mieux chez des groupes. Je trouve juste que c'est un système où tout le monde est perdant à part les actionnaires. Ok. C'est pas possible autrement. Les clients et les clients, ils vont forcément... Quand ils te rachètent, ces gens-là, ils te disent il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On maintiendra votre rémunération en tant que... Donc, on va vous donner des thunes. 1. En 2, on va vous maintenir une rémunération. On va vous créer un statut gérant de clinique. Et vous ne perdrez pas de salaire. Et vos salariés ne perdront pas leur rémunération. Ok. Mais eux, s'ils rachètent, il faut quand même qu'ils dégagent un bénéfice. On est d'accord. Donc, si tu baisses le salaire de personne et que tu payes des gens en plus, c'est-à-dire les actionnaires, il faut bien que cet argent il vienne de quelque part à un moment. Tu es bien obligé d'augmenter les tarifs. Il faut bien que ce soit les clients qui perdent, qui payent, mais qui perdent aussi à la fin. Enfin, je ne comprends pas. S'il y a un autre système, il faut qu'on me l'explique, quoi. Donc, ça veut dire que juste... On augmente le prix des actes et des médocs pour payer des actionnaires. Donc les clients,
en voyant l'augmentation des prix, ils pourraient partir dans d'autres cliniques, et notamment des cliniques indépendantes du coup. Non ? Oui, mais souvent les gens ils vont quand même au vétérinaire à côté de chez eux. Ok. Il faut arrêter là de se lancer des fleurs en disant qu'ils viennent chez nous parce qu'on est les meilleurs. Si tu regardes les vraies raisons, les gens ils viennent chez toi, 1 parce que tu es à côté de chez eux, 2 parce que tu as un parking. Mais vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études. Et puis c'est une évidence, parce qu'en fait, c'est super chiant quand tu peux pas te garer et que tu as ton chien en laisse ou ton chat dans une boîte et Ouais. t'as pas envie de faire une demi-heure de trajet avec ton chat au lieu d'un quart d'heure. Donc, à moins d'être une structure super spéciale, je sais pas, 100% féline, machin chouette, les gens, ils vont Ouais. pas faire de la route pour venir te voir. Donc, Ok. effectivement, si c'est racheté, ils vont probablement pas aller ailleurs. Ok. Bon, sinon, à part Veto, t'es aussi maman ? Oui. J'ai entendu plusieurs personnes dire que le métier de vétérinaire seul, enfin en lui-même, est déjà prenant, enfin voilà, exigeant, demandeur. Ouais, non, en fait, Donc, comment tu fais Tranquille. Comment tu fais pour mener de front ça ? Bon, en plus, t'es associé, donc c'est pas juste que tu sois des animaux, c'est en Ouais. plus tu fais tourner la boutique. Ouais. Et donc ça, en plus de ta vie de maman d'enfant en bas âge. Je dors très peu. Vraiment très peu. C'est très fatigant. Mais par contre, je trouve que ça fait beaucoup relativiser le métier. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup relativiser le métier. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus devenu la chose la plus importante de ma vie. Et c'est super relaxant. Parce que Ok. avant, je pense, bon, j'ai grandi aussi, mais je me serais plus pris la tête sur certaines choses. J'aurais continué à y penser le soir. J'aurais fait des recherches. Je dis pas que je scrolle pas sur Veto Nutri ou trucs comme ça le soir sur mon téléphone, ça peut m'arriver, mais quand même, je fais plus que du veto et ça m'oblige à penser vraiment à autre chose. Après, on est 2 mamans associées d'enfants relativement jeunes, puisque moi mes enfants ont 5 ans et 1 an et demi, et les enfants de mon associé ont, je vais dire une bêtise, mais quelque chose comme 8 et 5, quoi. 7 et 5 probablement. Et du coup, on a aussi décidé que c'était à ça que ça nous servait d'être patronne, c'était à adapter notre temps de travail. Donc par exemple, quand on a racheté la clinique, elle fermait à 19h le soir. Et en fait, quand tu as des enfants, rentrer chez toi à 19h15, c'est un peu relou. T'auras pas passé le temps du repas avec eux, ça va être déjà l'heure d'aller se coucher pour les enfants comme ceux de mon associé qui se couchent tôt et pas à 23h comme les miens. Mais enfin, ça va être... En fait, juste nous, on a dit, ok, en fait, la clinique, on la ferme à 18h30. Et même si à 18h15 j'ai fini, et tu as pu remarquer qu'en général on s'arrange pour avoir fini à l'heure, voire en avance, je me barre aussi. Et je rentre chez moi. Donc ça nécessite quand même des aménagements du travail, je trouve. Pour pouvoir gérer sa parentalité de façon, encore une fois, sans exploser en vol. Et comme aménagement, c'est le planning essentiellement. Il y a eu d'autres modifications. Non, c'est le planning essentiellement. Alors, j'ai eu mon premier enfant en tant que salarié, j'ai eu ma deuxième en tant qu'associée. C'était quand même un peu différent. Par exemple, quand même, quand c'est ta clinique, tu peux aussi choisir de... Je sais pas, c'est la rentrée, par exemple. J'ai envie d'être avec eux, bah, je bloque, je dis que j'arrive qu'à 10h ce jour-là, tu vois. Il y a des... Je peux faire ça. Je peux... À l'époque où je tirais mon lait, où je faisais du tir-allaitement, bah, je pouvais dire... moi, tous les matins et tous les après-midi, vous me calez 20 ou 30 minutes sur mon planning où je suis pas en consulte. Je fais de la compta et je tiens mon lait. Et... Ouais, c'est quand même beaucoup des aménagements du planning. Ok. Beaucoup, je trouve. Et est-ce que tu as eu une préférence entre avoir une grossesse en étant salarié Salarié. Ok. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir financièrement, notamment. Moi, j'ai de la chance parce que j'avais des réserves financières, mais une grossesse en tant qu'associée, enfin que libérale, c'est la galère quand même. Hein. Les charges, elles ne s'arrêtent pas. Retraite, ça ne s'arrête pas. Les responsabilités civiles, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut quand même que la clinique... Enfin là, moi, j'ai eu de la chance. C'était le deal quand on s'est associés. La clinique continuait à payer mes charges pro pendant que j'étais en congé mat. Donc, je recevais plus mon salaire. Donc, on est en CELARL. Mais j'avais pas à payer moi-même mes charges. Il y a des femmes qui se retrouvent à prendre des emprunts pour leur congé mat en tant que libérale. Et c'est pas si rare que ce qu'on pense. Donc clairement, d'un point de vue financier, beaucoup plus simple en tant que salarié.
tu avais idée de à quel point ce serait Non, je pensais pas que coûteux? ça impacterait comme ça. Ok. Non. C'est pour ça que tu dis tu as eu de la chance. C'est que tu t'en es rendu compte sur le moment en disant il y a de Moi, l'argent qui sort. Enfin, je savais combien j'allais toucher, si tu veux, je savais combien la CPAM allait me verser. Qu'est-ce que c'est là La caisse primaire d'assurance maladie, la Mhm. Sécu. D'accord. La Sécu, elle te verse quelque chose pour ton congé mat. Par contre, à l'époque, ça devait être à peu près moitié de mon salaire d'associé, quoi. Donc, j'avais la moitié qui disparaissait. Si tes charges à la maison, elles n'ont pas bougé, tu rembourses un prêt immobilier, t'achètes à manger, je sais pas, des trucs comme ça. Il faut quand même savoir que pendant ces périodes-là, tu vas moins toucher, alors que si tu es salarié, le différentiel sera beaucoup moins important. Peut-être parce que tu avais un salaire de base moins important aussi, hein, je dis pas que... Mais par contre, ouais, je le savais et j'avais des réserves. Et surtout, si j'avais dû payer en plus des charges alors que je travaillais pas, là, ça aurait été vraiment la grosse misère. C'est-à-dire que potentiellement, j'aurais payé plus que ce que j'étais payé. Alors que là, la société a pris en charge ça. Bon, la société, c'est aussi moi. Mais ça veut dire que mon associé, en fait, a plus ou moins pris en charge la moitié du coût de mon congé mat. Ok. Sans compter le fait qu'il a fallu trouver une remplaçante, etc. Ah oui, c'est vrai ça. Très amusant de trouver des Bah remplaçants. oui, on dans peut la en parler conjecture. longtemps. Oui, comment on fait? On les attire avec quoi? Il y a des petits appâts qui existent spécial remplaçants? Ouais, il y a des petits appâts qui existent, spécial remplaçants. Ça s'appelle le bouche à oreille. Ça s'appelle ne pas être une grosse connasse avec tes stagiaires. T'as vu? Tu viendras remplacer chez nous? Bah, tu vois? Oui, non, très sérieusement, on a jusque-là toujours réussi à recruter. On prend quand même toute l'année, il y a des étudiants qui viennent faire les gardes chez nous. Et ça permet quand même que la clinique soit entre guillemets connue. D'accord, hein, il y a 5 Toulousains qui viennent, mais enfin, c'est pas une clinique complètement inconnue. Et donc, ces gens-là, on peut aussi leur demander. Potentiellement, c'est des gens qui sont venus à la clinique pendant l'année, qui savent déjà un peu comment elle fonctionne, etc. Et puis après, oui, on prend des stagiaires, qui jamais n'ont un stage. Et quand on prend des gens, on essaye d'être sympa. Enfin, c'est débile, mais on le fait pas pour qu'ils reviennent après remplacer chez nous, mais juste on se comporte correctement et c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup plus agréable aussi. Aussi, oui. On vous supporte, mais bon. Ah, c'est dur, hein. Je vois une petite larme qui coule. Terrible. Ok. Mais quand tu dis que c'est plus la chose la plus importante. Oui. Si j'ai un truc hyper stressant au boulot, juste avant que tu commences ton stage, on a eu vraiment un énorme souci. On a eu une petite caniche que je suivais depuis 1 an et demi pour une maladie d'Addison qui était bien régulée, qu'on voyait régulièrement, qui est morte à son réveil de détartrage. Ça fait pas plaisir. Oui, non. Et c'était sur une journée, vraiment une des pires journées de veto de ma vie. C'est-à-dire que le matin, on a eu, je sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, on a eu un problème avec la gazeuse qui avait été mal refermée par l'ASV quand elle avait changé la chaux sodée. Et donc la gazeuse ne fonctionnait plus. Alors qu'on avait 2 ovarios de chiennes, de grosses chiennes le matin. Donc on était en panique parce que ça fonctionnait plus du tout, on n'avait même plus d'oxygène. Donc le temps qu'on arrive à régler le problème, ça, et on avait une ovario de cochon d'Inde. On aime bien avoir une gazeuse pour faire ça quand même. Donc le temps qu'on arrive à réparer la gazeuse, on avait super stressé. Ensuite, on a eu une ovario de chienne qui a un peu saigné, et déjà qu'à la base c'est une chire stressante, c'était un peu stressant. Ensuite, il y a eu cette ovario de cochon d'Inde. Juste que tout le monde sache qu'il y a des journées horribles, même plus tard. Mon associée m'a appelée, elle était en train de faire l'ovario de la cochon d'Inde et en fait elle galérait parce que l'ovaire était quasiment collé au foie et donc elle voulait que je mette les gants et elle me fait poser la pince de ligachure dessus. C'est petit, hein, c'est vraiment petit un cochon d'Inde où tu fais une ovario. Et elle me dit non mais attention parce que là en fait quand tu vas serrer c'est le foie là le truc en dessous et en fait il fallait qu'on ferme ce truc minuscule et qu'à déchirer. Et donc, il a fallu aller récupérer ce putain de vaisseau de cochon d'Inde qui saignait pour le ligaturer, enfin pour le clamper aux ligatures, sans tout brûler parce que tout est à côté, quoi. Donc bref, c'était une journée horrible. Et l'après-midi, la chienne, ça s'était bien passé. Elle s'était réveillée et en fait, elles l'ont retrouvée un quart d'heure après en opistotonos, violette. Elles ont fait une réa. Bref, la chienne est morte. Moi, j'étais chez moi. Mon associé m'a appelé absolument en panique en disant il y a ça qui se passe, qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, on a fait la réa ensemble, elles étaient que 2 l'après-midi, une veto, une ASV par téléphone parce que c'était un cas que je suivais, donc j'ai essayé. Au début je me suis dit qu'elle avait une crise addisonienne en fait, qu'il y avait un souci, je ne sais quoi. Et bon, bref, la chienne est morte en direct par téléphone. Franchement, c'était vraiment hardcore et j'étais vraiment pas bien. Mais derrière,
en fait, j'ai récupéré ma fille et on est allé, on a fait un câlin, on a fait une tétée, on est allé jardiner dans le jardin. Et juste, ça m'a rappelé que c'est horrible, hein, mais je m'en fous que cette chienne, elle soit morte. Les gens, ils vont être très tristes. Moi, bah oui, je suis triste parce que je l'aimais bien, je la suivais. Je suis inquiète parce que des fois, j'ai un petit peu peur que les gens viennent ensuite nous agresser. Mais en vrai, c'est des clients que je connais bien et je sais qu'on va leur expliquer qu'il y a eu un souci. D'ailleurs, ça s'est très bien passé avec eux. Et je suis en colère parce que je me dis que peut-être on a raté quelque chose, on en a raté, il y a un paramètre que j'aurais dû mieux surveiller, j'aurais dû mieux timer par rapport à ces injections de Zicortal, que c'est peut-être ma faute. Mais juste ensuite, je m'en fous en fait. C'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est ma famille, c'est être avec mes enfants et c'est ça qui est important pour moi. Et avant, sans enfants, je sais que j'aurais tourné ce truc en boucle pendant 3 plombes. Ou alors c'est mon jardin. Je sais pas si c'est ma fille ou jardiner. Non, mais sérieusement, c'est plus ma priorité. Ça m'a aidé à relativiser. Beaucoup. Ok. Mes enfants sont en bonne santé. Donc tu le perçois positivement que, en gros, veto, c'est moins sur un piédestal, quoi. Ah oui, oui. Bah oui, oui, c'est beaucoup plus zen pour moi. Hein. Ok. Beaucoup plus zen. Je suis plus fatiguée, mais ça, c'est pas très grave. Ok. Et non. Est-ce que le fait d'être plus zen, tu penses que t'es meilleur veto? Alors, c'est sûr que je suis meilleur veto d'être parent. Oui, parce que je pense que je suis une meilleure personne. Tout court, grâce à la parentalité. Vraiment, hein, c'est très cucu à dire, mais ça amène quand même des réflexions, enfin pour moi en tout cas, ça a amené des réflexions sur moi-même. Ça m'a amené quand même une façon de parler aux gens. Je ne leur parle pas comme à mes enfants. Je me suis beaucoup intéressée quand j'ai eu mon fils aux neurosciences, à la neurophysiologie du développement. Il y a des trucs absolument extraordinaires de comment fonctionne le cerveau, parce que un enfant, c'est un peu contrariant des fois, et que t'aimes bien quand même qu'à un moment ou un autre, ça se passe comme t'aurais voulu que ça se passe. Donc tu apprends quand même à convaincre et à manipuler encore mieux que ce que tu faisais avant en consultation. Et ça peut être utile. T'apprends aussi à gérer des crises, t'apprends à faire une réflexion sur toi. Je pense que je suis devenue beaucoup plus patiente, beaucoup plus cool. Oui, vraiment. Ok. Et je suis probablement... Tu recommandes l'expérience? Ouais, je recommande l'expérience. Alors, c'est peut-être plus compliqué si naturellement tu as besoin de sommeil, mais peut-être il y a des enfants qui dorment, mais juste, j'en connais pas, quoi. Pas les miens. Ok. Oui, c'est vraiment, je pense que ça m'a changé de ma vie de veto quand même. La parentalité, ça te change forcément. Est-ce que ça te donne envie d'être juste parent et de plus être veto? Non, pas du tout. Je me tire une balle. Ok. Vraiment. Parler à des adultes, c'est très très agréable. Okay. Il faut essayer l'expérience de passer une journée seule avec un enfant d'1 an et demi, juste pour voir ce que c'est, une journée. Et à la fin de mes congés mat, j'ai toujours été très contente de retourner travailler. Très triste de laisser mes bébés, vraiment très très triste. Et je me suis débrouillée pour retravailler en demi-journée au début ou des choses comme ça. Mais tellement contente d'aller faire autre chose, quoi. Et d'utiliser mes neurones et de... Ouais. Non, c'est vrai, ça fait du bien. Hein. Okay. Les deux, c'est très bien. Un équilibre entre les deux. Ok. Quand on a commencé à discuter, je saute du coq à l'âne là. Je t'en prie. Quand on a commencé à discuter, t'étais encore au conseil d'administration de Veto Entraide. Oui, c'est vrai. Et alors, je vais quand même en profiter, même si tu n'y es plus actuellement, je voulais quand même en profiter pour que tu me dises c'est quoi, quel est le principe, voilà, quoi ça consiste. Oui. Veto Entraide, c'est assez basique, mais c'est une association d'aide pour les vétérinaires. En très très résumé, prévention du suicide chez les vétérinaires. Je pense que c'est un assez bon résumé. C'est une association qu'il faut connaître parce que c'est une association qui a énormément de ressources pour les vétérinaires quand ça ne va pas bien. C'est-à-dire, il y a des ressources. Déjà, il y a une ligne d'écoute qui est disponible avec des écoutants qui sont formés. Alors, ça ne va pas forcément être une ligne d'écoute pour dire, bon, bah voilà, j'ai un souci avec mon patron, il y a ceci, cela qui ne va pas, à mon avis, dans mon contrat, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, c'est pas ça. Mais c'est une ligne d'écoute pour dire, bah là, ça ne va pas. Je m'en sors plus, j'ai des idées noires, j'ai la boule au ventre quand je vais au travail. Quand ça ne va pas, il y a des gens qui sont formés à écouter, à orienter si nécessaire vers une professionnelle de santé. Voilà, il y a aussi un groupe Facebook, Veto Entraide, où il est possible de publier en anonyme, de dire ce qu'on a sur le cœur, et où les gens peuvent venir commenter.
Donc, alors là, c'est pas spécialement des personnes de Veto Entraide qui vont commenter, c'est les membres du groupe, mais quand même, ça fait un endroit où avoir des avis extérieurs, où avoir du soutien, où avoir des choses comme ça. C'est important, je pense que c'est pas ici que j'ai besoin de rappeler qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui se suicident, enfin voilà, quand même. Hein. Le mal-être psychique dans la profession est quand même très important. Et il y a aussi d'autres ressources qui sont disponibles, par exemple des fiches pour changer de carrière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme de veto? Tu vois, tu dis, bon bah voilà, la clinique, j'en peux vraiment plus en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Vers quoi je pourrais me rediriger? Ça, c'est des choses. Il y a des infos sur le site de Veto Entraide. Quand je disais que j'avais entendu Leïla Assaguir sur la thèse sur la gestion des erreurs médicales, c'était aussi via Veto Entraide. Il y a des déjeuners régulièrement avec des intervenants, des intervenantes comme elle. Ouais, il y a plein de ressources et il ne faut pas hésiter. C'est possible d'adhérer, bien sûr, pour soutenir l'association. Hein. Ça doit être 25 € l'adhésion à l'année, c'est pas très cher. Ça fait vivre les services d'écoute, les choses comme ça. C'est possible de se former pour être écoutant. Il y a plein de choses qui sont possibles pour aider les consoeurs et les confrères. Est-ce que tu as une idée de quelle proportion des vétos adhérents, enfin, est-ce que c'est connu parmi les vétos? Est-ce que c'est connu, mais il y a peu d'adhérents. Ok. Je sais pas trop pourquoi, probablement parce que c'est payant aussi. Même si c'est une petite somme, c'est toujours une dépense de plus. Ça gagnerait à être plus connu, probablement. Est-ce que tu penses que parmi les étudiants, c'est connu aussi ou pas? Alors, il y avait au moins un étudiant au CA de Veto Entraide. Mais non, je pense que c'est pas très connu. Ça faisait partie des choses, en tout cas quand j'étais encore au CA, dont on discutait, qui était aussi de faire un peu des campagnes de promotion de l'association. Ok, parce que je connaissais pas. Enfin, quand je suis née, je connaissais pas. Et puis après, j'ai grandi, je suis arrivée en école veto. Voilà. Et j'ai été à une conférence donnée par Veto Entraide. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais sinon, je veux dire, c'est sur base de ça veut dire que tu l'as connu dès l'école, c'est bien. Oui, Moi, c'est vrai. Je l'ai pas connu à l'école, Veto Entraide. Comment t'as Je l'ai connu après, découvert aucune idée de comment, mais je me souviens pas. Mais quand j'étais à l'école, j'avais pas du tout vent de ça. Je sais même pas si je me rendais compte de l'importance de la problématique du suicide dans la profession. Voilà. Moi, je m'en étais pas rendu compte avant cette conférence-là. Ouais. Et après, j'ai décidé de faire ma thèse par extension. Ouais. Ben oui, Donc, je me suis intéressée quand même. Oui, il y a un mal-être qui est quand même toujours très important. Hein. Donc, quand ça se passe bien, entre guillemets, les gens changent de voie éventuellement. J'en connais quand même vraiment beaucoup hein, dans ma promo. Et quand ça se passe pas bien et qu'on n'arrive pas à sortir la tête du trou, bah voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir plus dedans quand tu étais au conseil d'administration, plus que juste, tu vois, être adhérente? C'est la présidente de Veto Entraide qui m'a recrutée, qui m'a demandé si ça m'intéressait parce qu'on discutait par ailleurs, voilà. D'accord. Et que j'intervenais régulièrement sur le groupe Facebook. Ok, oui, tu étais déjà active. Mais j'étais déjà active sur le groupe, mais j'ai jamais été écoutante, je suis pas formée pour ça. Et j'étais pas encore adhérente, alors que je connaissais l'asso, tu vois. Je voyais pas forcément l'intérêt à adhérer. Alors je fais déjà des dons à d'autres associations, ça faisait une de plus quelque part. Ok. C'est un peu dommage probablement. Maintenant je suis adhérente. Je suis sortie du CA parce que j'avais vraiment pas le temps, c'était trop compliqué pour moi. Là, pour le coup, on parlait des histoires de parentalité, mais à l'époque, ouais, voilà, ma fille était encore plus petite et c'était vraiment super tendu. Je m'en sortais pas du tout, donc j'avais retiré le superflu. Ok. Bon, bah cool. Je suis contente des trucs qu'on a discutés. Très chouette. Je suis ravie. Merci Marie. Je t'en prie, Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu ou qu'il a suscité une réflexion, l'espace commentaire est ouvert. D'autres épisodes de ce podcast sont d'ores et déjà disponibles.